Bonjour et bienvenue dans ce débat dans l'entre-deux tours des municipales à Limoges. Émile Roger Lamberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, tête de liste de Limoges au cœur, et vous avez obtenu 46,20% des suffrages le 15 mars dernier. Thierry Miguel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la gauche citoyenne, sociale et écologique. Vous avez obtenu 21,58% des voix au premier tour. Et pour nous accompagner dans ce débat qui va durer une heure, Marine Rogerie, journaliste populaire et chef du service de la locale Limoges, et Sébastien Dubois, notre journaliste politique au Populaire du Centre. Depuis le 15 mars, nous sommes à la mi-juin. 3 mois se sont écoulés depuis le premier tour. La France a subi une crise sanitaire inédite depuis près d'un siècle et même probablement plus d'un siècle, si on enlève les deux guerres mondiales. Les élections, bien sûr, ont été impactées puisqu'on se retrouve à une douzaine de jours du deuxième tour des municipales, mais notre vie quotidienne encore plus. Et donc, ma première question, cette période a-t-elle changé votre vision par rapport au 15 mars de l'avenir et est-ce qu'elle a changé donc une partie de votre programme? Thierry Miguel? Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à faire que la vie continue pendant toute cette période de crise, toute cette période de confinement, avec leur engagement associatif notamment, par leur travail, par leur comportement citoyen, le plus souvent avec beaucoup d'humilité et surtout sans publicité. Nous n'oublierons pas toutes ces personnes qui ont travaillé au quotidien pour faire en sorte que notre vie soit possible. Cette crise a révélé encore plus, me semble-t-il, les fractures de la société, les fractures sociales, les fractures économiques, les fractures démocratiques, les fractures environnementales. On a vu la difficulté d'être, je pense notamment aux étudiants, je pense notamment aux personnes en plus grande précarité. Je crois que c'était une période qui a amplifié la précarité d'un certain nombre de personnes. Elle a amplifié également, et ça j'ai pu m'en rendre compte au quotidien, ce qui fait partie de notre programme, à savoir la démocratie participative. Beaucoup ont parlé de confinement de la démocratie pendant toute cette période. Il me semble qu'effectivement, l'action démocratique a été confinée. Vous savez, l'histoire de la commune, en fait, l'importance de la commune, elle est liée à 1789. Déjà en 1789, on voulait faire en sorte que l'esprit de la commune, ce soit faire du commun avec l'ensemble pour permettre, en proximité et par l'écoute, de travailler avec le plus grand nombre de nos citoyens et des citoyennes et des habitants et des habitantes, et notamment de la ville de Limoges. On l'a vu pendant cette période de crise que ce confinement démocratique a été plus prégnant peut-être à Limoges qu'ailleurs. C'est une habitude peut-être, puisque je sais que l'actuel maire de Limoges a été condamné justement à plusieurs reprises pour ne pas avoir respecté les droits de son opposition. Et donc, l'expérience de la démocratie participative n'a pas été mise en place durant cette période. Je pense qu'il était important de pouvoir associer, comme ça a été fait dans un certain nombre de villes, qu'elles soient gérées par la droite ou qu'elles soient gérées par la gauche, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a certaines villes qui ont été exemplaires en la matière, qui ont permis aux élus d'opposition de se retrouver assez régulièrement, je dirais même quotidiennement, pour mesurer les enjeux de la crise et pour savoir exactement les mesures qu'il fallait prendre en urgence. Cela n'a pas été fait à Limoges, je le regrette. Je regrette également que le manque d'écoute qui a été fait envers les associations, donc toutes les associations qui gèrent le social se sont retrouvées dans ces difficultés, amplification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce qui se passe depuis 2014 à Limoges, avec peut-être un espèce de repli, de refus en fait de la vie associative. Donc je crois que la crise, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a vraiment amplifié les difficultés. Donc non, nous n'avons pas eu besoin de changer notre programme puisque l'esprit de notre programme, c'était de répondre à toutes les fractures que j'ai nommées tout à l'heure, fracture sociale, je répète, fracture environnementale, fracture démocratique. Donc nous avions travaillé sur ce projet-là en trouvant d'autres modèles, d'autres process pour faire en sorte que la vie soit beaucoup plus agréable et s'adresse au plus grand nombre à Limoges. Cela n'a pas été fait. Et donc, notre programme, maintenant, doit répondre, parce que je pense qu'il y a une urgence. Je pense notamment à la sortie de cours pour les écoles à partir du mois de septembre. Il va falloir faire un plan de relance de l'économie parce que je pense que l'économie va être en grande difficulté. Donc, nous avons gardé notre programme, bien sûr, mais nous l'avons adapté, nous avons travaillé sur la situation d'urgence qui sera celle des acteurs du monde social, des acteurs du monde économique, des acteurs du monde sportif et des acteurs du monde culturel
à partir de la rentrée prochaine, en privilégiant, et je termine, en privilégiant à la fois l'écoute, la rencontre. C'est-à-dire que pendant toute la période de confinement, moi et mes colistiers, en fait, on a pris le pouls de la ville de Limoges. On a fait beaucoup de visioconférences avec les acteurs de la vie pour pouvoir prendre les décisions très rapidement à partir du mois de juillet. On va laisser répondre Émile Roger-Lamberti à la question initiale que j'ai posée et aux assertions que vous avez eues sur notamment l'absence de démocratie. La question initiale est simple. Nous avons vu arriver cette épidémie. Nous avons la chance d'être en relation avec l'international. Nous avons eu des échanges avec nos amis chinois et nos amis coréens, nos amis japonais qui nous ont dit comment il fallait agir. Nous n'avions ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni test pour pouvoir correctement répondre. Nous sommes contentés de mettre en place à la fois de la prévention et de l'accompagnement. Prévention pour l'ensemble des professionnels de santé. Nous n'avons distribué que 110 000 masques pour le CHU, pour les cliniques, pour les hôpitaux, pour les médecins généralistes, les infirmiers, 110 000 masques FFP2 pour qu'ils soient protégés contre le Covid. De la même manière, nous avons protégé nos personnels, nous avons mis des masques à tous nos personnels, nous avons protégé la population en disant qu'il fallait des masques et comme personne n'en produisait, nous l'avons mis en œuvre. En ce qui concerne la concertation, nous avons une chance fantastique, c'est d'avoir mis une concertation réelle, constante et régulière avec la population que nous avons entretenue, avec les conseils de quartier. Une toute petite chose simple à Beaubreuil, pendant que certains s'évertuaient à vouloir mettre le feu à Beaubreuil, de l'autre côté, nous travaillons avec les familles et avec le conseil de quartier pour faire en sorte que sur Beaubreuil puisse être mise en place très rapidement, en dehors de toute autre vision démagogique, un kiosque pour les enfants, là où les mamans de Beaubreuil ont choisi le lieu pour leurs enfants. Je suis très fier, très fier de ce que nous avons fait, contrairement aux démarches que nous avons vues qui étaient des démarches communautaristes. Nous avons travaillé avec l'ensemble de la population dans les quartiers, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, pour faire en sorte que, à la fois, la distribution et l'aide alimentaire puissent arriver auprès des plus démunis. Et je sais depuis longtemps que, malheureusement, les associations à qui la gauche avait délégué autrefois la gestion sociale de la ville ne prenaient pas en compte tous nos concitoyens et j'ai demandé justement par le biais du CCAS à ce que l'ensemble de nos concitoyens soient pris en compte. Et nous avons eu des actions directes et précises envers les étudiants pauvres qui étaient confinés, y compris les étudiants étrangers, auxquels nous avons apporté de la nourriture et des masques. Nous avons mobilisé des couturiers et des couturières. Il y a une mobilisation générale, une vraie solidarité de gens qui nous ont parlé, et beaucoup, et nombreux, pour fournir du tissu, pour fournir des élastiques. Nous avons mis nos personnels à contribution. Il y a une vraie solidarité. Depuis février, nous avons mis en place la protection de nos aînés dans nos EHPAD et en même temps, nous avons doublé l'approvisionnement en repas à domicile chez nos sujets les plus fragiles. Bref, nous sommes là dans l'action, dans le travail, dans la protection de la santé, protection sociale, et nous n'avons pas attendu. Est-ce que votre programme, alors, Émile Roger-Lamberti, vous l'avez fait évoluer en fonction des 3 mois que vous venez de vivre? Oui, nous l'avons fait évoluer, puisque nous sommes restés aux manettes. Nous avons échangé régulièrement avec notre opposition, celle qui a été élue, puisque nous étions dans une continuité après les ordonnances. Entre le moment du confinement et l'arrivée des ordonnances, il fallait bien savoir comment on allait faire vivre la démocratie. On l'a fait vivre au travers des conseils de quartier, des relations directes avec les conseils de quartier, puis avec les séances de vidéoconférence avec l'opposition. Ce que ça a changé, mais regardez, ça a changé des choses tranquilles. Nous avons mis en place les zones 20, nous avons mis en place les 2 grands axes de pistes cyclables. Oui, nous sommes en train de changer la ville complètement et d'accélérer
à cause ou du fait des circonstances, d'accélérer la mise en place des réalisations, j'allais dire, écologiques et qui servent à tous. Et un autre point qui est très important, c'est la régie maraîchère que nous avons mis en place parce que nous voyons bien que le nombre de pauvres sur la ville de Limoges existe, que les associations ont une habitude de fonctionner en silo et qu'elles ne couvrent pas tous les gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être accompagnés, et que le CCAS, qui a été doté de manière forte, permet justement, avec la solidarité qui s'est mise en place, permet justement d'apporter l'aide à ceux qui en ont besoin, et j'en suis très heureux et très fier. Vous savez, quand vous avez un jeune garçon noir qui porte un colis de nourriture à une dame très âgée, qui est une ancienne ouvrière de la porcelaine, qui a une toute petite retraite et qui pleure de joie en le remerciant parce qu'elle n'avait pas de quoi payer complètement sa nourriture pour finir le mois, eh bien, je vous garantis que là, nous sommes dans la res publica, dans la République, où la liberté, l'égalité et la fraternité sont réellement mises en œuvre. Ça, c'est une grande fierté. Nous allons nous projeter dans l'avenir. Après le 28 juin, les comptes, j'imagine, vont être faits. Première de nos 4 grandes thématiques que nous allons aborder durant ce débat, les finances. Forcément, il y a eu un impact sur les finances. C'est Maryline Rogerie qui va vous poser des questions. Maryline. Oui, alors la crise sanitaire s'accompagne d'une crise économique sans précédent. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé des mesures d'urgence en faveur des collectivités qui devraient voir diminuer leurs recettes de manière drastique dès cette année. Et justement, donc la question est la suivante, est-ce que l'on va faire moins? Est-ce que l'on va jouer sur le levier fiscal en augmentant les impôts, ou les deux à l'avenir? Thierry Miguel. Juste pour une réponse très rapide à ce que vient d'opposer donc Monsieur Lamberti sur le conseil municipal, donc il s'est réuni à la demande de l'opposition, pas à sa demande, premièrement. Deuxièmement, il me semble en fait que la gestion des masques, ce n'est pas une action politique. On pourra tout à fait disserter sur leur provenance, s'ils viennent du Pakistan ou s'ils viennent de la création locale. Ce n'est pas une action politique. Et juste sur le vin, parce qu'on ne peut pas laisser dire des choses comme ça, je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Il ne suffit pas d'apposer un panneau 20 à l'heure pour faire une politique. En fait, le 20 à l'heure, c'est quand on dit sur cette route peuvent aller ensemble des piétons, des vélos et puis des voitures. Il ne s'agit pas de mettre un panneau 20 juste avant. C'était juste pour avoir cette petite réponse avant de parler des finances de la ville. Toujours, finalement, vous vous êtes renseigné, Monsieur Miguel, sur ce que voulait dire une zone 20. Je vous félicite. C'est au moins quelque chose que vous aurez appris. Félicitations. On y reviendra, ça fait partie des thématiques. Les finances. Moi, j'aime beaucoup apprendre, et en matière de finances, c'est pareil. Donc, je voudrais beaucoup apprendre d'ailleurs de M. Lamberti en matière de finances, parce que si l'on regarde le débat qu'il avait fait en 2014, avec beaucoup de promesses, on y reviendra sans doute progressivement, et puis dans le même temps que toute cette série de promesses, il y avait une baisse drastique des impôts locaux de alentours de 10%. Donc, je ne vois pas comment on peut à la fois avoir une politique d'investissement forte et baisser dans le même temps les impôts locaux. Ça me paraît une difficulté. D'ailleurs, il les a augmentés. En fait, il a augmenté largement les impôts locaux durant la période. Ils sont augmentés d'à peu près 10%, 5,5% pour la taxe d'habitation, 9% pour la taxe foncière. Ça, c'est la première chose. Donc, un taux de fiscalité de plus en plus important. Ensuite, un endettement de plus en plus important de la ville qui était à peu près de 900 € en 2014, qui est passé en 2018 à 1 000 €. La question auquel pourra répondre M. Lamberti, c'est de savoir sur les comptes 2019, parce que j'ai quelqu'un qui étude sur les comptes 2019, de quelle manière en fait il va endetter encore plus la ville. Je crois que la ville a beaucoup dépensé, que la ville s'est beaucoup endettée et qu'elle va être en grande difficulté financière. Donc on va avoir ces difficultés financières, sans parler du fait qu'on a perdu beaucoup d'argent avec l'absence de cohérence dans la constitution de la communauté de communes, 10 000 € de perdus à peu près par jour pendant 2 ans. Je crois que c'est quand même assez exemplaire. Donc, moi, j'aime beaucoup les leçons. Je crois que c'est important et j'écoute beaucoup en fait les gens qui sont en capacité de les donner. Donc, je pense qu'effectivement, la crise, elle va impacter sur les prochains budgets.
autour de 20 à 30%. C'est pour ça qu'il faudra être très prudent. Nous avons retravaillé parce que notre projet comportait toute une série de choses. On y reviendra sans doute plus tard, notamment sur la gratuité des transports. Mais il fallait prendre en compte aussi la réalité de la crise. Je ne sais pas dans quel état on va trouver les finances de la ville en juillet prochain, comme je l'espère. Toujours est-il qu'il va falloir, d'une manière assez efficiente, être en concordance avec les projets et la manière dont on va pouvoir les financer, parce que ça me paraît toujours aussi important. Donc, en résumé, je crois qu'il y a une fragilisation des comptes de notre ville en un seul mandat, une augmentation assez importante des impôts. Et donc, je pense qu'on va se retrouver dans une grande difficulté pour remettre en marche, en fait, pour remettre en marche cette ville. Alors, après, je vais dire peut-être que M. Lamberti a quelques excuses. Je sais qu'il n'a plus de directeur général des services, qu'il n'a plus de directeur financier. Donc, je comprends que la lecture au quotidien de ce que doivent être les comptes d'une ville, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très clair quand on lit les comptes d'une ville. C'est comme pour une société, c'est comme pour un ménage, en fait. Donc, il faut voir ce que l'on va dépenser, voir la capacité d'endettement que l'on a. Et je pense que la capacité d'endettement, elle est ce qu'elle est actuellement. La Chambre régionale des comptes a formulé un certain nombre de remarques lors de son dernier rapport. Et je pense qu'il faudra tenir compte de ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes sur les exercices précédents. Mais j'ai hâte, vraiment hâte, de savoir quel va être l'état des finances quand on aura connu les comptes administratifs de 2019. Alors, Émile Roger Lamberti, l'état des finances de la ville de Limoges? Oh, vous savez, je suis très heureux d'entendre cette polémique que j'ai entendue pendant 6 ans. Lorsque nous arrivons en 2014, nous prenons en pleine figure non seulement le surcoût du stade, mais le 14 avril 2014, le vote par l'Assemblée nationale à majorité socialiste, c'est-à-dire la famille de M. Miguel, d'une baisse drastique des dotations. Donc, en ce qui concerne les comptes de la ville de Limoges, 2014, il n'y avait pas eu de budget de fait. Le budget a été préparé par l'équipe sortante et nous nous sommes trouvés avec plus 20 millions de dépenses pour le stade à financer et anticiper, dont on ne savait pas à l'époque ce que ça allait coûter. Et moins 10 millions d'euros de DGF. Alors, Monsieur Miguel, je voudrais vous dire des choses tranquilles et des choses simples. D'abord, nous avons investi pour la ville de Limoges et pour réparer l'outrage de l'absence de réparation de l'outrage dû au temps, les écoles, une grande partie des bâtiments municipaux, y compris la mairie. Nous avons remis en ordre. Aujourd'hui, j'ai prévu un audit qui est en cours pour que M. Miguel soit rassuré et un audit que j'ai voulu double. Un audit pour comparer la situation des finances de la ville en 2020 par rapport à 2014, pour qu'on sache où nous en sommes, et en même temps un audit prospectif pour anticiper le poids des manques de recettes potentielles du fait de la crise économique et sociale. Je sais que nous avons déjà investi 3 millions d'euros pour protéger la population, pour aider les associations, pour aider les plus faibles et pour maintenir les salaires de nos vacataires à la ville de Limoges, où nous avons investi 800 000 euros pour permettre à des gens de ne pas tomber en dessous du seuil de pauvreté. Mais ça n'est pas du social, ça c'est faire le travail qui doit être fait. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 11% d'épargne par rapport aux 6% de 2014, c'est éminemment positif. Effectivement, nous avons augmenté légèrement l'encours de dette par tête d'habitant. Nous sommes nettement en dessous des autres villes de la même strate. Et je voudrais dire à M. Miguel, pour qu'il puisse lire les bilans, il faut qu'il les lise depuis 2000. Nous avons investi avec 10 millions d'euros de moins de DGF par an. Nous avons investi en moyenne autant d'argent qu'en moyenne avait été investi entre 2000 et 2010 avec beaucoup plus de DGF. Ce qui veut dire que nous avons mis l'effort sur l'investissement pour rattraper le retard dans les structures et les infrastructures de la ville de Limoges, pour rattraper le retard dans la scolarité et les bâtiments scolaires, les restaurants scolaires qui avaient été fermés,
que nous réouvrons et que nous refaisons, d'en réinjecter de l'argent dans la scolarité pour mettre des études gratuites, pour faire les programmes de réussite éducative où nous avons multiplié par 3 le nombre d'élèves qui en bénéficient, qu'aujourd'hui 5000 enfants bénéficient des études gratuites de la ville de Limoges, sont accompagnés pour leur éducation, et qu'enfin 2500 enfants paient un repas à 1 euro en période normale, pas en période de crise, puisqu'en période de crise, là, nous l'avons mis à 1 demi-euro le repas. 2500 enfants bénéficient d'un repas à 1 euro. Alors, je veux bien qu'on me critique, c'est logique. Avec une telle véhémence, c'est incompréhensible. Et je croyais que en politique, comme dans philosophie, l'important était d'apprendre à vaincre ses passions pour faire chaque jour de nouveaux progrès. De l'avis de M. Lamberti pour vaincre les passions, notamment les passions tristes, puisque apparemment on a la même connaissance philosophique de Spinoza. Et quand on veut vaincre les passions tristes, il y a une chose très simple, c'est de ne pas travailler sur le ressentiment. M. Lamberti a travaillé sur le ressentiment depuis 2014. Il vient de dire une série de contre-vérités. Je vois notamment… Je vous ai donné des chiffres et des actes et des réalités, des faits concrets. Je ne suis pas sur le ressentiment, je suis sur l'expression de faits concrets, factuels, vérifiables, avec lesquels il nous a bien fallu faire. Et si nous n'avions pas eu ce foutu stade dans une situation épouvantable financièrement, nous n'aurions pas augmenté les impôts. Et Monsieur Miguel, tant que vous y êtes, votre famille politique nous a mis une cerise sur le gâteau, elle nous a fait perdre le statut de capitale régionale comme bénéfice parce que la population avait voté à 69% pour François Hollande. Alors, c'est tout bénéfice. Vous pouvez être vachement fiers de ce que vous avez réussi et de ce que votre famille a réussi. Messieurs, oui. Est-ce que vous pouvez… Je vais vous reposer la question. Donc, là, on était sur le bilan, on va parler avenir. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Est-ce qu'on augmente les impôts ou non? Est-ce qu'on fait des coupes franches sur certains projets qui coûtent trop cher? Et je vais doubler cette question première d'une autre question. Est-ce que pour faire des économies, on ne peut pas jouer sur les mutualisations avec le PCI et là, justement, la communauté urbaine Limoges Métropole, qui est un réel enjeu et dont vous avez un peu parlé tous les deux? Donc, juste pour terminer en fait sur la polémique du stade. Très vite. Oui, il me semble que les 6,5 millions ont été réintégrés dans les comptes. Donc, à mon avis, ça fait quand même une manne. Donc, peut-être qu'on va pouvoir baisser les impôts avec cela. Sur la question précise… Vous connaissez très mal parce que sur ce qui a été versé par l'assurance, nous reversons aux entreprises qui ont, du fait du retard, sont en train de réclamer et d'avoir. Messieurs, tournons-nous vers l'avenir. Oui, tout à fait. Moi, je suis résolument tourné vers l'avenir parce que je pense que Limoges mérite mieux que des petites polémiques politiciennes. Elle mérite vraiment un enjeu. Donc, pour en revenir à la question précise qui a été posée, en fait, oui, je pense qu'il faut trouver des parts de cofinancement de manière différente. Il faut travailler en parfaite harmonie déjà avec la communauté de communes, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, mais je pense qu'il y a notamment une large possibilité de mutualisation. Donc, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler en mutualisation. C'est pour ça qu'il faudra qu'il y ait une cohérence d'action entre la mairie de Limoges et puis le PCI dans les prochains mois. Mais c'est vrai également pour la région. Monsieur Lamberti a dit qu'en fait, on devait payer maintenant les conséquences de la perte du statut de capitale régionale de Limoges. Bon, certes, moi je ne vais pas revenir, je n'étais pas en responsabilité, je n'étais même pas dans le monde politique à cette période-là. Mais ce que je sais maintenant, pour en avoir parlé avec le président Rousset, pour avoir parlé avec d'autres personnes à la région, c'est qu'il y a des larges possibilités de financement qui sont offertes, notamment qui ouvrent vers des financements européens. Et je pense qu'il faut vraiment travailler main dans la main avec les différentes structures. Il faut arrêter en fait les petites stratégies politiciennes de dire je ne travaille pas avec un tel parce qu'il n'est pas de ma couleur politique. Je crois que ça, c'est complètement dépassé. Il faut qu'on trouve les modalités pratiques pour travailler avec tout le monde, avec un seul intérêt en fait, c'est l'intérêt général. Émile Roger Lamberti, deux mots rapidement sur la question de Marilyn Rogerie, pour qu'on passe à une autre thématique.
Oui, non, mais attendez, pour l'avenir, je voudrais dire à Thierry Miguel que j'ai travaillé avec tout le monde et que j'ai été très heureux d'avoir un président de région qui s'appelait Alain Rousset, parce que pour une fois, ce n'était pas une ribambelle de frelons socialistes agressifs qui étaient contre nous, mais que finalement, avec le président Rousset, en 10 minutes, on a réglé des co-constructions et des cofinancements là où ça avait toujours été refusé à la ville de Limoges. Cofinancement région et cofinancement Europe. Pour les Halles, vous voulez dire pour les Halles, en ce qui concerne le budget, en ce qui concerne l'avenir, il faudra à la fois la finesse du goupil et la persévérance du scarabée. Je voudrais, et nous continuerons à faire comme nous avons fait, c'est-à-dire à aller chercher systématiquement et partout des subventions. Quand je suis allé au ministère de la ville et de l'équilibre des territoires, qu'il y avait 700 000 € mis par l'État pour les portes ferrées, je suis revenu avec 7 millions de subventions mis par le gouvernement, plus 2 millions d'emprunts à taux zéro. Lorsque nous avons obtenu Cœur de Ville, nous l'avons obtenu parce que nous y avons travaillé. Aujourd'hui, nous travaillons en harmonie avec la région et j'espère que cela va continuer, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit la majorité qui dirige la région. Et à M. Miguel, je ne peux qu'être d'accord avec lui. J'ai toujours souhaité travailler, mais pour moi, le travail en commun, ce n'est pas quand l'un vous met un revolver sur la tempe, vous connaissez peut-être ce procédé, quand l'un vous met un revolver sur la tempe et vous dit « signe là ». Eh bien non, la communauté urbaine, la ville-centre, est une ville qui n'est pas mutualisée dans ses charges et dans ses financements, et que bien sûr, il y a de l'argent à gagner, mais bien sûr, nous sommes la seule communauté urbaine de France où la capitale, la ville-centre, la ville la plus importante, paie autant de charges à l'intercommunalité. Il n'y a jamais eu de réorganisation financière de ce que devrait être le rapport entre les communes périphériques et la commune centre. Et oui, et je souhaite, très honnêtement, puisque c'est moi qui l'ai imposé en termes de négociation, que nous nous appuyons sur l'ensemble des communes et sur la conférence des maires pour travailler la main dans la main pour que ce détestable, les uns contre les autres, pour que ce détestable climat de défiance et de reprise à l'agglo du pouvoir qu'avaient donné les urnes soit complètement effacé et qu'on soit dans une réelle fraternité constructive. On prend date. Deuxième thématique, Sébastien Dubois, une thématique qui n'est pas commune à Limoges seulement, c'est l'environnement. On parle beaucoup d'écologie, Sébastien. L'écologie, elle était déjà au cœur de la campagne avant l'épisode du coronavirus. Elle est venue, cette thématique a été renforcée par cette épidémie sur les aspects du bien vivre, sur certains aspects aussi de surgissement de l'épidémie qui, pour le coup, ne concerne pas Limoges. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est celui de la politique écologique que vont mettre en place les villes, parce que c'est là, finalement, qu'il y a sans doute le plus à faire. Dans cette optique, l'État a promis, dans le cadre des financements des communes et de cette période de crise, un surplus de 1 million d'euros pour les investissements verts des communes. Ma question sera simple, que faire de cet argent supplémentaire et quelles sont les priorités pour vous pour verdir Limoges? Thierry Miguel. Alors, il ne s'agit pas de verdir Limoges pour verdir Limoges, de faire de greenwashing, de dire qu'on va planter 1000 arbres, 1500 ou 2000 et en couper un certain nombre. Je crois qu'une politique environnementale, elle doit être beaucoup plus adaptée en fait à la vie sociale également, à la vie démocratique et à la vie économique.
Donc, il faudra prendre en compte cette valeur. C'est ce que nous avons fait dans notre programme, bien avant d'ailleurs la crise, hein, avec des choses d'ailleurs qui ont été reprises. J'ai vu, et j'en suis très content, par Monsieur Lamberty. Je pense notamment à la mise en place d'une ceinture maraîchère. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Nous avons Monsieur Miguel, ça fait 6 ans qu'on y travaille avec l'aglo, enfin. Mais ne dites pas. Vous découvrez comme nouveauté, vous découvrez comme nouveauté quelque chose qui existe depuis 6 ans. Je suis toujours ému d'entendre Monsieur Lamberty qui, en fait, a toujours tout fait, en fait. Depuis 6 ans, on ne voit pas le résultat. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, ce matin, j'ai rencontré des personnes à côté de la place de la République et qui tenaient à vous féliciter. Ils ont dit, il faut vraiment féliciter le maire actuel parce que je suis allergique et là, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus il n'y aura plus de nature, il n'y aura plus de pollen, une place très minérale, donc mes allergies vont guérir. Donc, voilà, vous avez déjà ce genre de remerciement, mais ça, c'était fait très rapidement. Mais moi, je veux revenir vraiment sur le projet, parce que ce qui est important, c'est le projet. Donc, la mise en place d'une ceinture maraîchère avec une légumerie pour alimenter les écoles dans les circuits courts, ainsi que les EHPAD. Donc, il y a un travail qui est mené. Je suis désolé, ça n'a pas été réalisé. Nous voulons travailler à plus de sûreté et plus d'autonomie alimentaire. Nous voulons travailler, puisque vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas fait, sur la rénovation énergétique des 64 écoles. Les 64 écoles, nous voulons rénover énergétiquement. Donc, il y a un plan d'action. On a juste investi 30 millions d'euros. Hein. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est… Et fermer 3 écoles dans… Oui, mais il y avait tellement de retard. Non, mais je comprends bien avec M. Lamberty. En fait, la difficulté, c'est qu'il a… En fait, ce que je pense vraiment, c'est qu'il a en fait un petit pare-brise, il a un tout petit pare-brise et il a 2 gros rétroviseurs. En fait, quand il nous parle, il ne nous parle que du passé, il ne nous parle que de 2014 ou d'avant. J'ai entendu alors des choses qui me paraissent totalement surprenantes. Les frelons socialistes, ce genre de choses, enfin, ça me paraît totalement aberrant. Je pense que Limoges a besoin d'autre chose. Limoges a besoin d'une vision à long terme. Et que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes d'urbanisme, que ce soit en termes de transport, il faut avoir une vision cohérente, avec une vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans, en associant, il y a des intelligences à Limoges, notamment en matière environnementale. C'est pour ça que nous aurons un adjoint qui sera complètement dédié à cela, qui aura une vocation à réduire aussi les déchets. Je crois qu'on veut aller vers une réduction de 30% des déchets. On a eu l'idée du zéro plastique. Comment tendre vers le zéro plastique? Ensuite, il y a une piétonisation qui n'est pas une piétonisation de façade, comme on peut avoir des rénovations de façade, mais il faut que cette piétonisation, elle se fasse. Donc, on a un véritable plan de ville. On a une idée, en fait, sur la ville que l'on veut mener en concertation avec les acteurs du monde environnemental. Vos propositions, Émile Roger-Lamberty, pour l'environnement? Oh ben je suis tout à fait d'accord pour la régie maraîchère, puisqu'elle est lancée, la ceinture maraîchère est lancée à l'agglo depuis 4 ans. J'espère que nous arriverons vers une vraie régie maraîchère. Je suis pour l'implantation. J'invite Monsieur Miguel à aller à la ZUP de Laurens, voir le parc des étoiles avec les gens. J'y étais ce matin. Alors, j'y étais ce matin à la ZUP de Laurens et j'ai discuté avec beaucoup de personnes, notamment dans le centre commercial, qui étaient quand même assez remontées contre vous, dans la mesure où vous n'avez pas pris en compte, vous n'avez pas su prendre en compte leur volonté, vous ne les avez pas écoutés. Il y a beaucoup de commerçants de la ZUP de Laurens que je connais bien et qui se sont sentis dans la plus grande difficulté par le manque d'écoute qu'il y a eu pendant la crise et avec des personnes qui connaissent déjà le fonctionnement qui a été le vôtre dans le quartier de la Bâtide avec le problème des commerces et le problème qu'on a pu retrouver à la ZUP. Donc moi, j'ai été sur le terrain. J'étais à la ZUP de Laurens ce matin encore pour discuter. Très bien. Moi, j'y suis passé tous les jours. Je vous remercie. Maintenant, si je peux continuer. Donc, je vous invite à aller voir ce qui a été réalisé et ce qui doit être réalisé partout. Nous avons 2-3 participations maraîchères publiques-privées que je veux développer parce que c'est extrêmement intéressant pour que nous ayons une incitation et la possibilité de faire de l'éducation pour les enfants de nos écoles dans cette organisation de la ville. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que ça fait partie de l'investissement que nous avons mis avec Vincent Jalbi et l'équipe. Alors, un adjoint au développement durable, oui, c'est bien, mais à condition qu'il ait les moyens de travailler. C'est ce que nous avons prévu avec un contrôle de telle manière qu'on ait un contrat systématique et qu'on ait une supervision systématique pour tous les projets. Je vous ferai remarquer que nous avons lancé la rénovation des écoles
avec, chaque fois que nous pouvons, la création d'électricité, la création d'électricité, la récupération d'eau pour l'arrosage, ce qui a lieu au Parc des Étoiles, la pollution lumineuse à laquelle nous nous sommes attaqués pour la diminuer drastiquement, et là il va falloir qu'on travaille avec l'agglomération, les transports, et je suis pour que nous développions le transport avec comme carburant l'hydrogène, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas suffisamment développé, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons signé, mais M. Miguel l'a peut-être oublié, bien que nous l'ayons fait passer dans la presse et nous en avons informé la population, un contrat qui s'appelle Virtuose avec Engie, qui est celui de la gestion des bâtiments publics avec une réduction de la production de carbone pour le chauffage de plus de 50%. Nous avons doublé les réseaux de chaleur, etc., etc., les bords de Vienne, j'en passe et des meilleurs. En ce qui concerne la place de la République, Monsieur Miguel, vous et vos amis apprendrez peut-être un jour, comme je l'ai appris moi très tôt, qu'on ne sème pas du gazon sur du béton. Et que quand on a une toiture en béton au-dessus d'un parking en centre-ville, eh bien, on ne peut pas y faire pousser d'arbres. Je vous ferai remarquer que place de la République, les arbres sont en cours de plantation, que le chantier est à moitié de sa terminaison et qui sera terminé. Et je vous promets que si vous êtes élu, si j'étais élu maire et que vous soyez élu dans l'opposition, je me ferai un plaisir de vous inviter à l'inauguration pour voir la réalisation et le verdissement de cette place. Vous parlez de verdissement, quant aux allergies, nous sommes les premiers et les seuls à avoir fait implanter un polinarium dans la grande région, et je vous signale que nous avons un polinarium sentinelle dans la ville de Limoges qui aide justement à prévenir les crises d'asthme chez les gens hypersensibles, et que pour processus démagogique et simpliste, on avait planté, je ne sais pas qui, avait planté des bouleaux dans toutes les écoles et dans toutes les crèches, faisant en sorte que les enfants étaient victimes, au moment de la pollinisation, étaient victimes de crises d'asthme. Et enfin, mais M. Miguel ne le sait peut-être pas, nous sommes reconnus internationalement pour notre lutte contre les perturbateurs endocriniens, après avoir fait le zéro phyto, perturbateurs endocriniens contre lesquels nous avons lutté dans les crèches, maintenant en maternelle, et nous allons passer au primaire, de telle manière que nous protégions la santé de nos enfants, les plus jeunes, pour aller de plus en plus vers les personnes âgées. Et nous avons été les seuls à mettre en œuvre des programmes de réduction du sel dans la nourriture et de réduction du gras. Donc, il y a une multitude, je dis bien une multitude de choses que nous avons réalisées et que je continuerai à promouvoir et à développer. Je ne suis pas dans l'incantation, je fais, et j'ai été habitué toute ma vie à travailler dans des circonstances extrêmement difficiles où j'ai été vilipendé, critiqué. Et vous voyez, M. Miguel, quand je vous entends, j'ai au moins une certitude. Ce matin, j'ai entendu qu'une thérapeutique était devenue prescrite et autorisée, voire recommandée pour soigner. Il s'agit d'une pathologie qui ne vous concerne pas, qui est une pathologie générale qui s'appelle l'alcoolisme et qui fait des dégâts terribles. Eh bien, il y a 20 ans que j'utilise cette thérapeutique et j'ai fait partie de ceux qui l'ont préconisé au plan national et international. Eh bien, pour la lutte contre les perturbateurs endocriniens, nous avons fait pareil. Pour l'installation de l'électricité solaire sur les écoles, nous avons fait pareil. Je n'ai pas trouvé une voiture électrique en arrivant à la mairie de Limoges. Nous en avons Monsieur près de Lamberti, 30% aujourd'hui, et nous allons y aller largement. Il faut qu'on poursuive. Oui, juste quand même, une phrase factuelle. Limoges était 4e dans le top 10 des villes vertes. Elle est sortie du top 10 depuis l'arrivée de M. Lamberti. C'est un fait, c'est simple. Oui, alors je vais vous répondre très vite.
J'assume complètement le fait d'avoir fait travailler les espaces verts et que les espaces verts n'aient pas envoyé le dossier pour que nous soyons encore dans ce critère. Point à la ligne. Vous avez évoqué tous les deux, l'un les transports, l'autre la piétonisation. Ça nous amène au troisième volet de ce débat, c'est les transports et la mobilité. Marilyn? Alors, c'est un sujet qui va un peu de pair avec la question environnementale. Le confinement a fait réfléchir beaucoup de personnes, a fait peut-être évoluer aussi les méthodes et les modes de transport au sein de la population. Alors, on va faire simple et on va aller sur des choses très concrètes. Et des réponses courtes. Voilà, Monsieur Lomberti, vous nous avez dit que ça vous avait fait suffisamment réfléchir pour remettre en cause le bus à haut niveau de service, projet qui a été adopté par la communauté urbaine, qui devait voir le jour dans les prochaines années. Quant à vous, Monsieur Miguel, il semblerait que vous rapprochiez d'une association qui qui prône le tram-train en périphérie de Limoges. Qu'en est-il de vos projets concernant les transports, la mobilité, le plan de circulation urbain? D'accord. Voilà. Voilà, donc je vais être assez clair. Je crois qu'en ce qui concerne les transports, en fait, il faut avoir une vision globale qui dépasse le cadre strict des transports, parce qu'avoir une vision des transports, ça pose la question de la revitalisation du tissu urbain. Cela repose la question de l'interaction entre les quartiers, ça repose la question de la dynamisation du centre-ville, ça pose la question du rapport avec les communes de la communauté de communes. Et donc, il faut privilégier un travail à long terme avec des architectes, des urbanistes. Donc, il faut un gros travail d'écoute. Donc là, en ce qui concerne, je vais répondre très précisément parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, les transports, c'est l'enjeu numéro 1 de l'écologie urbaine. C'est un enjeu très fort également pour l'accès à l'emploi des jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'utiliser les transports en commun, et puis les personnes les plus précaires et qui sont les plus en difficulté. Donc c'est un enjeu très important, c'est un enjeu en termes social, c'est un enjeu également en termes environnementaux, parce qu'il y a 40% des gaz à effet de serre de Limoges qui proviennent de ce secteur, donc il y a des choses à faire en la matière. Donc il faut avoir cette vision globale pour retrouver la place de chacun au sein de la ville. Je pense notamment aux personnes qui ont des difficultés de mobilité, personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes, les voitures, les bus. Donc il faut développer tout cela ensemble, en sachant qu'il y a quand même une difficulté actuelle. On sent qu'il y a une peur qui est des gens pour aller pour l'instant vers les transports en commun, parce que la sortie du confinement fait en sorte qu'il y a des difficultés. On n'a pas envie de se retrouver en proximité, donc il va falloir retravailler sur ce sujet. Je crois qu'il faudra faire de la pédagogie en la matière. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit donc sur le bus à haut niveau de service. Donc je crois que le 19 mai, M. Lomberti avait mentionné que c'était en voie d'obsolescence, le projet. Là aujourd'hui, j'ai vu que dans son programme, elle propose une 3e ligne. Donc voilà, il faudra qu'on trouve une forme de cohérence. En ce qui concerne la question que vous me posiez en dernier lieu sur tram-train, en fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, parce que j'ai vraiment envie de construire Limoges pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, bien sûr, j'ai entendu les porteurs de ce projet, je les ai écoutés. C'est un projet qui est intéressant. Bien sûr, il n'y a pas de promesses. Moi, je ne suis pas l'homme des promesses non tenues. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un catalogue de promesses comme certains ont pu le faire en 2014 et que je ne tiendrai pas. Je n'ai pas envie de faire cela. Par contre, il me semble important d'avoir cet acte de concertation sur les transports qui vont impacter la vie au quotidien en termes d'environnement, en termes de vie sociale et en termes d'importance de création de liens sociaux et de revitalisation des différents quartiers de Limoges et du centre-ville. Je crois qu'il faut avoir une vision globale, non dogmatique, avec un travail préalable d'écoute et de réflexion. Monsieur Lomberti? Bon, très vite. Le plan de déplacement urbain a été voté. Le schéma des mobilités urbaines a été voté et travaillé. 5 ans et demi de travail. Aujourd'hui, on peut mettre en place un certain nombre de choses. Lorsque j'ai parlé de l'obsolescence, c'est le programme du BHNS qui pose question. À partir du moment, le BHNS repose sur 2 principes financiers, parce que c'est important la finance. Le premier principe financier, c'est de mettre 1,5 fois la capacité de transport actuelle pour
faire fonctionner le système. Et la deuxième, c'est d'augmenter le versement transport de la part des entreprises. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas soutenir les entreprises d'une main, la main droite leur donner de l'argent pour les soutenir et la main gauche leur reprendre l'argent pour payer la construction de lignes. Lorsque je parle des 3 lignes, je parle des 3 lignes expérimentales, c'est-à-dire que l'on reprend les 3 parcours comme on a fait pour le vélo et comme on va le faire pour le vélo, sur lesquels on va mettre prioritairement du bus et organiser le fait qu'on teste la capacité à transporter des concitoyens et à les transporter le mieux possible. Pourquoi 3 lignes? Parce qu'elles doivent rayonner et travailler avec les autres lignes et avec effectivement toute la communauté urbaine. Mais nous avons un vrai challenge aussi, c'est qu'il faut sortir, et personne ne le dit, il faut sortir l'ensemble des bus qui arrivent en centre-ville et qui passent devant l'Opéra-Théâtre, 1200 bus par jour, il faut les sortir de leur point d'arrivée en centre-ville pour les mettre dans un autre point d'arrivée. Et l'autre point d'arrivée pour tout ce qui vient de l'Ouest, ça doit être non pas à l'entrée de ville, au carrefour d'Oradour-sur-Glane, comme c'est prévu, mais ça doit être déplacé beaucoup plus haut pour casser la vitesse dans la descente de l'Andouge, là où il y a eu l'accident, faire une entrée de ville et faire un parc et un échangeur pour les transports. Après, pour les vélos, nous avons profité du confinement, du moins de voitures en ville, pour accélérer 2 grands axes et rejoindre des morceaux de pistes cyclables qui avaient été commencés et qui devront faire un parcours nord-sud et est-ouest. Je souhaite que derrière, avec les associations, parce que là, nous avons travaillé avec les associations la main dans la main depuis le début, et avec la population et avec l'ensemble des antennes mairies, et je souhaite aussi que nous puissions proposer ça à 55 citoyens tirés au sort, à qui nous proposerons de critiquer, c'est-à-dire de faire des remarques négatives et positives, et voire des propositions sur l'ensemble du PLU, l'ensemble du déplacement et l'ensemble des pistes cyclables. Ça, j'y tiens, parce que là, nous sommes dans un engagement qui sera un engagement citoyen, démocratique et d'organisation de la ville. Dernier point, je ne promets rien. Ce que je sais, c'est que nous avons beaucoup travaillé, bien quoi qu'il en soit, pendant ces 6 dernières années autour du schéma de transport, qu'un certain nombre d'accélérations que nous avons pu mettre en place pendant le confinement, nous avons mis en place parce qu'il y a vraiment des schémas ordonnés, coordonnés, réfléchis, structurés, avec des gens de la ville et des spécialistes du transport, et que nous allons les tester à l'aune du temps. Là encore, je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans le faire. Et je continue pour avoir une ville moderne en 2050, la plus jolie ville où l'on se souviendra de Thierry Miguel se promenant sur les bords de Vienne et disant « Ah, que Lamberti avait raison ». Thierry Miguel, pas de réaction, on va passer directement. Non, je suis assez surpris. Nous passons directement à la 4e et dernière thématique, qui est une thématique tristement d'actualité, puisque nous allons parler sécurité. C'est un vrai point de clivage entre vos 2 listes et vos 2 propositions, vos 2 visions de la société. Sécurité et citoyenneté, on est actuellement dans l'après-George Floyd, on va dire, avec beaucoup de choses qui se passent. Il y a également, au-delà de la crise sanitaire et de la crise économique, une crise sociale qui couve dans certains quartiers. Dijon, les événements à Dijon le prouvent. Pendant le confinement, à Limoges, il y a eu quelques événements qui ont également agité un quartier, et Beaubreuil pour ne pas le citer. Et là aussi, on a senti vos points de divergence. Sébastien Dubois, tu poses des questions aux 2 candidats?
Bah, tu as J'ai résumé, beaucoup résumé. la situation. Donc, ouais. la première question, elle va être assez rapide. Effectivement, il y a eu des exemples de tensions et de difficultés pendant cet entre-deux tours à rallonge. Vous deux, vous prenez des politiques à la fois républicaines, vous appuyez sur des mots qui sont très semblables. La République, la sécurité, c'est des choses que vous connaissez, c'est des dossiers que vous aimez travailler. Quel lien faites-vous entre les politiques que vous voulez mettre en place et la question finalement de la sécurité et ces événements récents que Pascal Ratino a résumés? Comme vous le savez, moi j'ai fait toute ma carrière au sein de la police judiciaire où j'ai exercé des responsabilités. J'ai terminé en tant que chef de l'état-major de la police judiciaire. J'avais notamment en compte les problèmes de radicalisation, les problèmes de grande délinquance économique et financière et également de grande délinquance criminelle. Donc je pense avoir une certaine expertise en la matière et je me suis toujours rendu compte en fait qu'il y avait une grande difficulté, c'est quand le fait divers, alors monsieur Lamberti aime beaucoup les philosophes, moi j'aime bien Lacan aussi et Lacan disait le fait divers fait diversion et donc il peut cacher un certain nombre de choses. Et donc, pour pouvoir travailler en respectant le pacte républicain, il faut, et c'est un petit peu le cas à Limoges, et notamment, c'est la mise en place d'une police municipale de proximité qui me semble la plus pertinente en la matière. Alors moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un documentaire que j'avais vu sur TFX, je crois. Alors, ça faisait un petit peu peur, en fait. J'avais l'impression que c'était Roger Giquel qui disait « La France a peur ». Non, Limoges a peur, Limoges, la capitale du crime. Entre parenthèses, c'est pas la meilleure manière de vendre sa ville. Et là, je me suis dit, j'ai bien regardé l'émission et j'ai vu qu'il y avait tout ce qu'il ne fallait pas faire en termes de connaissance de la procédure pénale, en termes d'efficacité policière et en termes de déontologie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce concept de police de proximité. Il se trouve que parmi mes amis, j'ai Jean-Pierre Avrin, commissaire divisionnaire, qui était le concepteur de la police de proximité, qui est un proche de Jean-Pierre Chevènement. Vous vous rappelez tous de lui, j'imagine. C'est lui qui avait été viré par Nicolas Sarkozy un jour à Toulouse en lui disant qu'il fallait que les jeunes y fassent autre chose que de jouer au foot ou au rugby. Et il se trouve que Jean-Pierre Avrin est venu pendant la campagne municipale pour me soutenir. Il va me soutenir encore. Et on a beaucoup travaillé sur ce concept-là. Et en fait, c'est vraiment un travail à privilégier pour que la sécurité soit la même pour tous, dans tous les quartiers de la ville. Donc, il faut sectoriser. Après, on pourra rentrer dans le détail plus tard, mais je crois qu'il faut vraiment sectoriser la police, qu'elle soit en capacité de faire un diagnostic de sécurité par des remontées, c'est-à-dire par une connaissance du terrain, et après pour cibler les mesures à prendre, et tout ça en coordination avec la police nationale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler. Je pense notamment au trafic, et vous avez parlé des cas de Dijon ou autres, des trafics de stupéfiants. Il est important que la police municipale ne s'immisce pas dans des fonctions régaliennes qui sont celles de l'État, mais par contre, elle a un rôle important à jouer en termes de remontée d'informations. D'ailleurs, dans le cadre de la PSQ qui vient d'être mise en place récemment, il y a tout un système, un dispositif qui permet à la police municipale de renseigner la police judiciaire sur des actions de stupéfiants. Et je crois que c'est important. Et de la même manière, la police municipale peut jouer un rôle très performant pour faire remonter les violences faites aux femmes, notamment, parce que je pense que c'est une chose sur laquelle nous sommes très attentifs et sur laquelle il faudra être de plus attentifs, mais aussi d'autres choses. Je pense notamment sur l'effet de radicalisation. On a vu sur les signaux faibles, les signaux forts, il y a des choses à faire, sans stigmatisation, simplement de manière concertée, de manière sérieuse, de manière pragmatique. En fait, je crois que la différence qui existe entre M. Lamberti et moi, c'est celle qui existe entre Pierre Joxe, qui a été le modernisateur de la police nationale, qui a créé la police scientifique, qui a créé le code de déontologie, qui a vraiment inscrit la recherche de la sécurité dans une démarche de politique de la ville. Et M. Charles Pasqua, donc M. Lamberti, a parlé à plusieurs fois d'incantation, qui était dans l'incantation. Il faut terroriser les terroristes. J'étais à Paris en 1986 quand il y a eu des attentats. Je connais le traitement qui a été fait à l'époque par ce ministre de l'Intérieur. J'ai eu la chance d'animer, enfin la chance, je ne sais pas si j'ai eu la chance, mais j'ai eu en responsabilité le fait de travailler avec les différents préfets de la région sur les phénomènes de radicalisation et sur la mise en place de process qui permettent de lutter contre le terrorisme. C'est moi qui avais notamment en charge la cellule de crise antiterroriste à Limoges, si elle se mettait en place. Et donc sur ce travail-là, on voit bien de quelle manière il ne faut pas être dans l'incantation. En fait, il ne faut pas, c'est vrai pour la police municipale, c'est vrai pour la police nationale, il ne faut pas qu'elle soit au service d'une idéologie, il ne faut pas qu'elle soit là au service d'un maire ou d'un ministre, il faut que tout simplement, elle soit au service du plus grand nombre, de tous les citoyens,
le pacte républicain Oui. auquel je sais le gain, c'est très important. Et le pacte républicain, c'est cela. Thierry Miguel, vous êtes un ancien flic. Le procès qui est fait actuellement à la police en France, ça vous touche? Ça vous heurte? Moi, ça me touche. Hein. J'ai fait une grande partie de ma carrière au sein de la police nationale. J'ai beaucoup de respect parce que, je vais vous dire, c'est très compliqué, en fait, le métier de policier, parce qu'on est confronté à tout ce qui dysfonctionne dans la société. Donc, on est toujours confronté à ce qui ne va pas. Et donc, il faut mettre en place toute une série de process qui permettent de protéger à la fois les fonctionnaires, parce que vous savez, monsieur Lamberti a parlé des phénomènes de son expérience professionnelle d'alcoolisme. Moi, j'ai malheureusement eu à connaître et mis en place des doctrines pour lutter contre les suicides dans la police, parce qu'il y a beaucoup de suicides dans la police, parce qu'il y a cette confrontation. Donc la police, vous savez, c'est Jean Jaurès qui disait ça, il disait « une police mal aimée, elle est inefficace, elle est dangereuse pour elle-même et pour les autres ». Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de reconstruction. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les policiers. Après, il peut y avoir des dysfonctionnements personnels, mais c'est vrai pour la police, c'est vrai pour ça peut être vrai pour les journalistes, ça peut être vrai pour les médecins, ça peut être vrai pour les élus. Il peut y avoir des dysfonctionnements personnels, mais chacun dans ce pays n'est responsable que de ses propres actes. C'est ça la construction de la citoyenneté. Il n'y a pas de sous-citoyens, il n'y a que des citoyens qui sont tous égaux devant la loi. D'ailleurs, monsieur le maire, pour relancer ce débat, quel est le lien que vous faites entre ces questions de sécurité et de citoyenneté? C'est quelque chose, finalement, on voit que quand la sécurité n'est pas assurée, c'est un peu de la citoyenneté de certaines personnes qui se défait et qui s'effiloche. Deux, trois remarques. C'est une fonction régalienne et c'est dans la Constitution. C'est même dans la Déclaration des droits de l'homme. La sécurité comme base de vie en société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui me paraît extrêmement important, et je voudrais dire combien je suis heureux d'avoir entendu parler de Pierre Joxe, parce que c'était un vrai ministre qui a bien tenu la police et qui, effectivement, a mis de la déontologie, il a mis les mots sur les actes de manière forte. Aujourd'hui, et nous l'entendons très souvent, nous l'entendons aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de mots et peu d'actes de mis concernant la police. En ce qui concerne la lutte contre la toxicomanie dont on n'a pas parlé, c'est un peu dommage parce que aujourd'hui… Contre le trafic de stupéfiants surtout. Contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre la toxicomanie. Le trafic de stupéfiants aujourd'hui est quelque chose qui pourrit complètement la vie des villes et la vie de nos campagnes. Et c'est vraiment le nœud d'articulation de l'ensemble des souffrances sociétales et c'est même le lieu de souffrance de nos polices, qu'elles soient gendarmerie ou police nationale, qui sont agressées systématiquement sur les lieux de trafic. En ce qui concerne la police de proximité, moi je considère il n'y a pas de police du maire. Il y a des polices municipales parce qu'il y a une défaillance de l'État. Cette défaillance, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Elle a commencé. Monsieur Sarkozy qui a fait en sorte de ne pas remplacer. Qu'est-ce qui vous a fait, Sarkozy? Il a supprimé un poste sur deux dans la police nationale. Ça a commencé, Monsieur Miguel, ça a commencé bien avant. Et ça a commencé bien avant, et ça a commencé aussi avec des ministres socialistes. Et nous avons deux problèmes majeurs. Un problème de doctrine, c'est-à-dire, est-ce que nous voulons que la police soit présente, dissuasive, en même temps qu'elle fait de la prévention, c'est-à-dire qu'elle ne recule pas face aux délinquants, ou est-ce que nous voulons simplement ce qu'on appelle du maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne va jamais au contact, on recule progressivement, et comme ça, on laisse brûler des voitures, on peut faire brûler des gens, on laisse le trafic se dérouler, on fait en sorte que finalement, on ne va pas déranger les trafiquants, ce qui entretient le communautarisme et ce qui entretient la xénophobie et le racisme. Parce que, du coup, les jeunes qui sont dans le trafic sont considérés comme des jeunes marginaux,
les jeunes qui sont autour et qui sont victimes de la pression que mettent les gens du trafic sur eux sont considérés comme des voyous alors qu'ils ne le sont pas, et les familles qui sont autour vivent dans la terreur et sont considérées comme des familles qui accomplissent et qui entretiennent le système. Donc nous sommes dans une situation où nous avons abdiqué nos responsabilités citoyennes et nos responsabilités d'élus, où l'État a abandonné sa responsabilité. Et aujourd'hui, je souhaite, et j'ai mis en place, et je le souhaite, et nous allons le développer, une police de proximité qui connaît les gens. Qui connaît... programme, c'est parti. Non, non, mais c'est pas votre programme, c'est ce que nous faisons. Jean-Miguel, je vous explique ce que nous faisons, mais vous appelez ça comme vous voulez. Vous n'avez pas fait. Nous avons une police à la proximité de la population, et je vais vous dire. Non, ce n'est pas vrai. Quand les gens appellent la police parce que les groupes de délinquants leur empêchent de circuler dans leur hall, c'est 9 fois sur 10 la police municipale qui y va. Et 9 fois sur 10, ça se passe bien, parce que la police municipale finit par connaître les gens en question, souvent d'ailleurs des jeunes, et souvent des jeunes en perdition, autour de gens en difficulté, avec multirécidivistes, connus depuis le moment de l'adolescence, où on les a abandonnés complètement aux mains des blocs trafiquants. Donc moi, je ne peux pas être pour ça. Par contre, je suis pour la prévention, je suis pour la médiation, je suis pour la dissuasion et la prévention de la part de nos policiers municipaux. Et enfin, je voudrais dire quelque chose quand même. Il faut le rappeler à tout le monde, mais le rappeler clairement. La police, qu'elle soit nationale ou municipale, est contrôlée et sous le contrôle de la justice, sous le contrôle du TGI et sous le contrôle du procureur. Je vous rappellerai que nous sommes en convention et que je l'ai souhaité comme ça. Je ne veux pas une police du maire, je veux une police qui soit une police républicaine. C'est-à-dire qu'elle traite de manière équivalente et égale tout citoyen sur la voie publique, de telle manière qu'il n'y ait ni racisme, ni opprobre, ni systématisation dans les interventions. Et que cette police, elle intervient en accord avec le préfet, en accord avec le DDSP et en coordination étroite avec les policiers. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un a à dire que la police municipale ne fonctionne pas bien, ça ne peut être que ceux qui ont la charge de la coordination, c'est-à-dire l'État et le procureur. Et dernier point, parce que ça, c'est pas inintéressant, j'ai vu 2 préfets et 2 doctrines. Précédent préfet, nous avions un procureur général qui était pour que nous luttions plus efficacement contre la toxicomanie. Nous avions un procureur qui avait mis l'accent sur la lutte contre la toxicomanie. Nous avions un préfet qui était que pour que les forces de police ne reculent pas face aux toxicomanes. La toxicomanie avait reculé. Nous avons changé de procureur général qui est parti. Nous avons changé de procureur. Nous avons changé de DDSPP et nous avons changé de préfet. Et aujourd'hui, la doctrine, c'est on ne va pas les provoquer. Alors je veux bien, mais à partir du moment où on ne va pas les provoquer, c'est-à-dire qu'on sait que le trafic gangrène un quartier, ce n'est pas possible de l'accepter. Les populations nous disent, quand dans une école, que l'enseignante, la directrice de l'école vous dit « Ne venez pas me visiter l'après-midi, parce que l'après-midi, l'ensemble du quartier est aux mains des toxicomanes. Qu'ils viennent nous menacer quand nous sortons. » Des trafiquants. Non, mais là, je crois qu'il y a un... Qui viennent nous menacer quand nous sortons. Je crois qu'il y a un véritable problème. Que même les enfants dans les écoles, que même les enfants de l'école sont pris et que leurs familles sont prises, qu'aucun corps de métier, quand il y a besoin de réparation, n'a le droit de rentrer dans l'immeuble, eh bien, je dis que là, nous avons reculé en termes de sécurité, je dis que nous sommes en régression par rapport à la sécurité,
Et je dis que nous avons ouvert la porte à la boîte de Pandore de l'abandon d'un territoire aux mains de voyous. Et ce que je ne voudrais pas, et ce que je ne veux pas en termes de citoyenneté, c'est que les enfants qui sont victimes aujourd'hui et qui seront menacés et qui feront des exactions, on les traitera de voyous parce qu'on les a laissés dans cette situation. Ce n'est pas acceptable. Si pour vous c'est acceptable, Monsieur Miguel, pour moi ça ne l'est pas. Il n'a pas dit ça. Thierry Miguel, Je ne pense pas avoir dit, non, juste, je ne pense pas avoir dit ça du tout. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de contre le trafic des stupéfiants, au Quai des Orfèvres ou ailleurs, donc je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir en la matière. Et en l'occurrence, M. Lomberti fait une erreur parce qu'il n'arrête pas de nous dire les toxicomanes font ci, les toxicomanes font là. Le problème, ce ne sont pas les toxicomanes. Le problème, ce sont les trafiquants qui créent une économie parallèle. Vous savez qu'aujourd'hui, les trois quarts des trafiquants sont consommateurs. Non, mais c'est… Vous avez une vision un petit peu… Le trafic, je vous ai parlé du trafic de drogue. Non, vous n'avez pas parlé de ça, mais peu importe, vous avez une vision erronée et totalement passéiste de la réalité. En plus, le champ de la délinquance ne se résume pas, en fait, à ce que vous appelez… Mais c'est celle que nous avons. C'est celle que nous avons en majorité et que vous n'avez pas vue en vous promenant dans les quartiers. Non, mais écoutez… Il n'y a pas aller là où ça se passe. Mais écoutez, Monsieur Lomberti, j'ai travaillé dans les quartiers longtemps, j'ai vécu dans un quartier, je sais ce que c'est. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous en la matière. Je pense que vous et votre équipe, elle est moins adaptée que moi et mon équipe, qui est plus issue de la diversité, qui a plus de connaissances, qui a plus de jeunesse, qui est pour la plupart issue des quartiers. Je ne sais pas sur votre… Vous avez beaucoup de personnes issues des quartiers comme nous, mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Simplement, je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur Lomberti, que le seul problème, ce sont les toxicomanes, puisqu'en fait, on parle bien des trafiquants. Je vous parle de la délinquance comme base de la violence et de la délinquance. Il y a d'autres traits de délinquance, je pense notamment toutes les incivilités qui gênent les gens, je pense qu'il y a tous les vols par effraction, tous les cambriolages qui gênent de plus en plus les gens. Eh bien, depuis que nous avons mis en place le CSU, il y a une baisse de tous ces actes. Avec Monsieur et Lomberti, grâce au CSU, il y a une élucidation bien supérieure de la part de la police judiciaire que vous connaissez bien. Il a résolu tous les problèmes. En fait, monsieur, avec Lomberti, on a avancé pour l'amélioration de la vie dans la cité. Messieurs, on a bien compris que l'un et l'autre, vous voulez résoudre tous les problèmes de la ville de Limoges, mais le temps nous presse. Le temps nous presse. On s'était promis de faire une grosse demi-heure, on a fait 1 heure de débat. Ça veut dire qu'on avait énormément de choses à dire. On vous a laissé largement parler. J'espère que nos internautes auront bien compris à la fois ce qui vous anime, ce qui vous sépare. Et c'est bien la raison pour laquelle vous êtes face à face dans cette élection. Il reste 10 jours. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci à nos journalistes. Merci Thierry Miguel. Merci Émile Roger Lomberti. Merci à vous. Une bonne campagne et rendez-vous au 28 juin pour ce deuxième tour, 3 mois et demi après, pour en finir avec ces municipales et que le meilleur gagne.